Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis la journaliste. Ah, entrez, mademoiselle. Je vous attendais. C'est gentil à vous de me recevoir. Surtout qu'en ce moment, vous devez être fatigué avec toutes ces visites. Oh non, pensez-vous, ça va. Prenez une chaise. Merci. Depuis que l'on a appris par le ministère que vous étiez le dernier poilu de 14-18, on a vraiment envie de vous entendre raconter votre histoire. Enfin, votre guerre. Vous savez, mademoiselle, ce que je vais vous dire, je ne le dirai pas pour les beaux yeux de la vérité, mais pour me nettoyer l'âme et pour emmerder le monde. D'abord, poilu, c'est déjà un mensonge. Nous étions trop gamins pour avoir du poil sous le nez. Il voulait dissimuler notre jeunesse et nous faire croire que nous étions des hommes. Nous étions 4 amis du même âge, tous amoureux de la fille du mercier, la Ninon, la plus belle fille du pays. Il y avait petit Paul, le fils du chef de gare, Marcel, le cadet du cordonnier, Raoul, l'aîné du facteur, et moi. Moi, l'auteur de mes jours, était horloger. Je ne me destinais à rien de particulier, comme beaucoup de jeunes dans les années 1910. 1,5 million d'entre eux ont été comblés au-delà de leurs espérances. Bonjour. L'annonce de la mobilisation générale par le tambour du garde champêtre déclencha une liesse inimaginable. Les cloches sonnaient à toute volée. Une de ces cohues. Les chevaux, eux, pétaient de peur. Peut-être qu'ils étaient les seuls à comprendre. La guerre nourrit le jet blanchi pour faire le héros. Cigarettes épinards gratis. Pour un villageois, c'était cocagne. On se voyait déjà à Berlin, crevant les tonneaux de bière. Moi, la guerre ne me disait rien qui vaille. J'avais assez de bon sens pour comprendre que faire comme tout le monde, c'est le plus souvent faire une ânerie. Les autres, Raoul en tête, se sont engagés séance tenante. Les semaines qui suivirent, je fus sur des charbons ardents. Et si la guerre s'arrêtait? De quoi j'aurais l'air à côté des héros revenant du front? Dans le pays, on commençait à me regarder de travers. Lorsque petit Paul s'est fait tuer dans les marais de Saint-Gon en septembre 14, je fus élu mouton noir du troupeau. Un jour, j'ai croisé Ninon. Elle a eu un petit sourire en coin que j'ai jamais oublié. Un petit sourire de ce genre, ça peut vous faire prendre un ticket pour le cimetière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. 3 jours plus tard, je rampais dans la boue sous les aboiements d'un adjudant. J'ai appris à me faire petit, à jouer l'automate et à mentir avec conviction. Une fois devenus des hommes en conserve, départ au front. C'était en juillet 1915. Voilà les apprentis macabres. C'est ainsi qu'on nous a accueillis. Partout, ça sentait le mort. Le vieux mort, le nouveau mort et le mort à venir. Notre première corvée, ce fut de décharger d'un train les cercueils prévus pour la prochaine offensive. L'adjudant s'amusait à nous désigner le nôtre. La guerre, c'est beaucoup de boulot. Vous ne vous battez que tous les 36 du mois. Le reste du temps, vous piétinez dans la gadoue, pliez sous votre barda, vous creusez, pelletez, creusez encore. Tout ça sous les obus. Un boche en chair et en os, c'est l'oiseau rare. Combien de poilus sont morts sans avoir jamais vu dans le blanc de l'œil une face de choucroute? Mon premier Maccabée, je m'en souviens encore. Il était crucifié dans les barbelés. Ça canardait sec jour et nuit. Alors on l'a laissé, encristé. Vous savez, on supporte beaucoup mieux 10 000 morts loin de son horizon
qu'un seul mort sous ses yeux. Au début, Un instant, s'il vous plaît. Allez-y. J'avais absolument pas peur au début. Comme je voulais ma médaille, je me portais volontaire pour des folies. Mais pour les médailles, il valait mieux être près des chefs que près des boches. Finalement, on se battait davantage pour un rap de café que pour la patrie. Rabioter un jour à la mort, c'était déjà beau. Au bout d'une dizaine de mois, je croyais avoir tout vu. Mais celui qui n'a pas connu Verdun en 1916 ne sait pas ce que c'est que la folie humaine. Verdun, c'était le chaos marié à la désolation. Et partout, sur cette terre ravagée, des paquets et des paquets. Il faut un certain temps pour comprendre que cette mer de paquets est un océan de cadavres. Chaque quart de pinard était le dernier. Chaque regard un regard d'adieu. Plus on s'enfonçait dans l'épouvante, plus les hauts gradés prenaient leur distance. 50 mètres de gagné pesaient plus dans leur balance que 5000 morts. Un général, ayant perdu les 3/4 de ses effectifs, était considéré comme un homme de courage. Les dames le regardaient avec admiration. Il se faisait friser la moustache et commençait à rêver de politique. Alors, c'est vous la vedette aujourd'hui? À Verdun, les maîtres, c'était les canons. Ils parlaient et les hommes écoutaient. Grâce au progrès technique, nous avions accédé au statut de matériel de chair. Que vaut la vie d'un homme pour un canon? Des clous. Le massacre allait bon train. La viande froide avait un grand succès. Une fois, en 1916, j'ai eu une perle. Je l'ai passée à Paris. Les terrasses des cafés grouillaient de héros qui n'avaient jamais entendu péter un obus. La parlade était reine, comme si la mort excitait les mots. Moi, je ne voulais pas mourir puceau. Je me suis offert 3 grues, sauf votre respect. Une hollandaise, une tonkinoise et une sénégalaise, histoire de faire le tour de la question. Et la laine de fleurs, la tonkinoise. Un jour à l'aube, on a vu arriver le colonel et l'aumônier. Un coup de gnôle en avant, on sort des tranchées. Certains avaient des pelles, ça tue mieux que la baïonnette. Et ça pétait de partout. Je voyais des paquets de bonshommes sauter en l'air. Des gerbes debout me giflaient à la gueule. Je serrais les dents, accroché à mon lebel. Soudain, dans la nuit, j'ai vu un éclair. Je me suis retrouvé dans un trou de vue, avec un grand silence autour. Le trou était habité par de la charogne molle et gluante qui me caressait les tibias. Le soleil s'est levé, et puis il a refait nuit. J'avais soif, je délirais. M'aurait pas fumier! Je gueulais au brancardier. J'ai fait un petit séjour dans un hôpital de campagne. J'étais commotionné et déshydraté, mais j'avais pas une égratignure. Alors, retour au fond. Mon idée fixe, sortir de cet enfer. J'ai obtenu une permission de 2 jours en prétendant que ma mère était à l'agonie. Je me suis rendu à l'état-major du corps d'armée, à Melun, paradis des planqués. Le tout s'était d'y prendre racine.
J'ai déambulé de bureau en bureau. L'angoisse, ça donne des ailes à la cervelle. J'avise un colonel avec des moustaches en croc qui secoue sa montre d'un air soucieux. Permettez, mon colonel, fiche crânement, je suis horloger. Malgré mon père, l'horlogerie n'était pas mon fort. Je ne connaissais ni le A ni le B. Bref, j'embarque sa montre, je file en ville ventre à terre, je trouve un horloger, je lui donne la moitié de mes économies pour qu'il me répare la montre sur le champ. Une heure après, je la rapporte à mon client. Il était aux anges, cette limace. Alors j'ai enfoncé le clou. Sur le front, là-bas, au loin. On n'est pas à 1 minute près, mais ici, au cœur de la bataille. Chaque seconde est précieuse. C'est pourtant vrai, mon gaillard, qui me répond. Au centre, on a de tout, mais pas d'horloger. Et me voilà nommé horloger à l'état-major. Mon angoisse et ma trouille ont disparu instantanément. Je me suis installé dans un cagibi et j'ai commencé à jouer à l'horloger. Un jour, dans un couloir, je me retrouve nez à nez avec Raoul. Teint hâlé, épaules carrées, moustache héroïque. Il me raconte 2 fois blessé, 3 citations, croix de guerre, école d'officier, sous-lieutenant. Il m'apprend que Marcel est tombé à Hardécourt. Et toi? Je lui fais part de mes responsabilités de chef horloger. Il savait bien que l'horlogerie et moi, ça faisait 2. Je lui dis, toi, je parie que tu actives les distributions de médailles quand il y a des régiments qui flanchent. C'est ça? Il me regardait dans le blanc de l'œil. Pas exactement. Je suis mandaté par le général Brichu pour ramasser les tirs au flanc qui traînent dans les bureaux. Au front, on manque d'hommes. Le lendemain, Raoul débarque dans mon KGB. Il me tend sa montre. Elle s'est arrêtée sans sommation. Veux-tu y jeter un œil? J'ouvre le boîtier et je lui fais mon cinéma. Le compensateur est rouillé. Ça bloque le balancier, elle est morte. Il reprend sa montre, la remonte. Tic-tac, tic-tac. J'étais en nage. Eh ben, mon salaud, je vais t'en faire voir, moi. Je vais t'en faire baver. Au petit matin, je quittais le bal masqué, direction la foire aux horreurs. Nous formions les troupes de choc du général Brichu, dit le boucher. Toujours en première ligne. Tout était si atroce que ça en devenait drôle. Quand il fallait partir à l'attaque, je pleurais pas. Je tremblais pas. Je souriais. Le pire, c'est que nous ne luttions pas contre d'autres hommes, mais contre du métal. Où est l'héroïsme là-dedans? Nulle part. Alors où est la lâcheté? Il y a tant d'années que j'essaie d'oublier ces jours sans nom. Les yeux hagards des copains sous le verre des masques à gaz. Les défigurés cherchant leur visage avec leurs doigts crasseux. Les cris des blessés dans la nuit. Les cris, ils vous percent les tympans, ils se gravent à jamais dans votre tête, ils vous hantent. Ce sont les meilleurs amis de vos cauchemars. Le soir, dans l'abri, Raoul me sermonnait. Moi aussi j'ai peur, qu'est-ce que tu crois? Mais nous devons défendre les nôtres. Et si les Boches descendaient jusqu'à chez nous? Qui boivent notre vin? Qui violent nos femmes? La Ninon, hein? Mon pauvre Raoul,
Quand tu seras mort pour elle, elle se fera baiser par un autre. Et puis notre vin, c'est celui de monsieur le comte. On le paye son prix, notre vin, va. Alors pourquoi je me ferais crever le rable pour ce que je dois payer? T'as de drôles d'idées. Tu pues l'égoïsme, il me disait. Raoul, quand t'auras saisi qu'on se paye ta tête, tu verras la mort d'une autre manière. Et toi aussi, la peur te bouffera. Puis quand la raison est du côté de la mort, je crois qu'il vaut mieux se tromper. Les Russes ayant signé la paix, les Allemands donnaient un dernier coup de collier. En attendant l'arrivée des Américains, nous étions submergés par les nouvelles divisions ennemies, venues de l'Est. Vous êtes pressés? J'arrive à la fin de ma pitoyable histoire. Mars 18, du côté d'Arras. Je me suis retrouvé avec Raoul dans un hameau dont il ne restait plus que des gravats et quelques poutres calcinées. L'acier pleuvait. On était pilonnés de partout. Je n'en pouvais plus. Dormir. Voilà ce qu'il fallait faire. Dormir. Tire, face de Ténia! Ennis et Raoul! Tire! Ils sont là, je les vois. Ils se démenaient pour défendre un pan de mur sur lequel était peinte une réclame pour le bouillon cube qui nous avait déjà coûté la vie de 200 hommes. Alors je me suis levé. Je lui ai dit, Raoul, je crois qu'on est les derniers. Et alors, tire, je te dis! Il donne des signes de faiblesse. Raoul, quoi? Tu voulais du courage? Eh ben, en voilà! Ma baïonnette-ci était enfoncée dans son ventre jusqu'à la garde. Il me l'avait offerte pour mes 22 ans. Il roulait de ses yeux. On aurait dit un veau découvrant le grand guignol. Comme on nous l'avait appris à l'instruction. Je lui ai mis le pied sur la poitrine. J'ai retiré ma baïonnette. Il avait des boches partout. J'ai jeté mon fusil, je voulais me rendre. J'ai levé mes bras, et ils avaient tous déjà levé les leurs avant moi. Seul survivant de ma compagnie avec 15 prisonniers. J'ai eu droit à tous les honneurs. Citation à l'ordre de l'armée, croix de guerre, accolade du général Brichu, Campestello de Cologne. J'ai fait une école d'officier. Et l'armistice est arrivé avant que je retourne au front. Démobilisé, je suis rentré au printemps 19. C'était moi le héros du village. Presque rien n'avait changé, à part le cimetière qui s'était agrandi. Je suis allé sur la tombe de Petit Paul et de Marcel. En sortant, j'ai cueilli des pâquerettes que j'ai offertes à Ninon pour son mariage avec Robert, un gars du village d'à côté, un réformé. Voilà, mademoiselle, l'histoire de ma guerre. Elle n'est pas très originale. Des millions d'autres jeunes gars ont vécu la même chose, sauf que moi, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je suis le dernier à pouvoir parler de cette sauvagerie. Il paraît que c'est une chance. J'espère que vous aurez de quoi raconter dans votre journal. Oui, merci monsieur. Ça ira très bien. Au revoir monsieur. Je repasserai vous voir avec le photographe. Profitez de la vie, mademoiselle. Vous savez, être vivant, c'est une chose rare. Dites-moi, Lucien, la jolie femme que je viens de croiser dans le couloir, c'était la journaliste. Jolie femme, en effet. J'ai fait comme on a dit. Je lui ai raconté toute votre histoire. Je crois que j'ai rien oublié. Ils sont drôles, les jeunes.
Ils savent pas faire la différence entre les vieux. Elle s'est même pas aperçue que j'avais 11 ans de moins que vous. Vous croyez? Ouais. Et vous alors? Comment ça s'est passé cette cérémonie à l'Élysée? Ils vous l'ont enfin donné, votre Légion d'honneur.